Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la 90e avec au programme ce soir un nouvel invité. Ce joueur, c'est un joueur phare de notre Pro League, passé notamment par Porto, par le FC Nantes, par Charleroi. Il est actif aujourd'hui à Genk et même international congolais. Ce joueur, il est gaucher, aussi généreux dans la vie que lorsqu'il rapporte son flanc. J'ai nommé Joris KMB. Salut Joris. Salut. Merci d'être là, franchement, Très content d'être là. Eh ben, très bien. Pour m'accompagner ce soir, aussi un autre pilier de la 90e. Nathan, comment ça va? Ça va, merci. T'es prêt pour l'entretien? Ouais, fort. Ouais, fort, mais tant mieux, tant mieux. Bah écoute, Joris, entrons directement dans le vif du sujet, hein. Ici, dans la 90e, en général, on a toujours l'habitude de présenter un peu notre invité. On le laisse se présenter. Donc, voilà. Dis-nous un peu qui tu es. Tu peux te présenter, où tu es né, ton enfance. Libre à toi. Voilà, moi c'est Joris KMB, joueur de Genk. Voilà, je suis marié, j'ai des enfants. Voilà, un gars normal, simple, chrétien. Chrétien. Ah, c'est important, ça tu Ouais. le dis. Ouais. Et voilà. Ok, je vois, t'es né le 8 août 94 à Bruxelles. Au niveau de ta scolarité, t'as été dans quelle école aussi à Bruxelles, j'imagine? T'as Ouais. suivi une école de foot ou... Enfin, je veux dire, Non. foot études ou... Non, pas ici à Bruxelles. Ici à Bruxelles, j'étais à Notre-Dame-de-Lourdes, Ok. à Pannenhuis. Ah, C'était dans ma rue, j'habitais. Ah ouais. Ah, mais voilà. Une école un peu spéciale, mais... mais bon, voilà, j'étais là parce que quand après je suis parti au Standard, j'avais 14 ans. Ok. Et voilà, je suis resté là-bas jusqu'à mes 18, 19. Et c'est là où je pars à Porto, puis Ok. mon chemin, tout ça. Ouais, on va y revenir très, très, très rapidement. Mais avant ça, comment tes premiers rapports avec le football? C'est via la famille? Non. Les premiers rapports avec le football, c'était à Jette, j'ai commencé. Et Parc de la Jeunesse, tout ça, dans les Agora, au Ezel et tout. C'est là où j'ai commencé à jouer. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai vu que j'aimais vraiment ce sport. Puis voilà, je voulais en faire mon métier. Et c'est comme ça que c'est venu. Mais je pense que c'est venu d'abord par taper dans le ballon comme ça après l'école, à l'école. Et après voilà, c'est devenu vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Ok. Bah, tu fais, comme tu as dit, hein, tu commences au Skubjet, et puis après, tu pars au Brussels chez les jeunes de 2006 à 2009. Mhm. Et puis tu vas au Standard où tu feras 4 ans avant de vraiment, sans réussir à forcer les portes de l'équipe première. Mais j'ai une question. Quand on entend la fameuse génération 94, on entend souvent, de prime abord, on entendait Denis Pratt, le regretté, et l'autre frère Junior Malanda. On entendait Edmilson Junior, Nathan Kabasele aussi, très rapidement. On n'entendait pas forcément ton nom. Toi, comment tu expliques que finalement, en fait, quand tu arrives aujourd'hui et que tu fais le bilan, bah, tu es l'un de ceux parmi, on va dire, top 3, top 4 de ceux qui font la plus belle carrière, pardon. Comment tu expliques ça? Est-ce que il y a une raison particulière? Moi, comme je dis, c'est d'abord par ma foi, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui mettait tout en œuvre pour ma foi, pour Christ, et je me suis toujours raccroché à la parole de Dieu. Et après pour moi, je sais que c'est ça qui a fait la différence. Et aujourd'hui, voilà, j'étais pas le plus talentueux, j'étais pas le meilleur de ma génération, j'étais pas le premier à avoir des contrats, mais je suis quelqu'un qui a toujours travaillé et qui a toujours cru. J'ai toujours cru, peu importe ce que les gens pouvaient dire. Et voilà, c'est de la persévérance, du travail et du sérieux. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours sérieux dans mon travail, toujours correct, je triche jamais, je suis là et je pense que c'est ça qui fait aussi le fruit de mon travail. Si je me trompe pas, t'es aussi passé, ou alors corrige-moi, par l'Académie de 7. À partir de quel âge tu t'es dit ouais, je vais commencer à faire du spécifique tel quel, parce que il me semble que l'Académie de 7, c'est quand même quelque chose d'assez intense. Mm-hmm. L'Académie de 7, moi quand j'ai commencé avec 7, c'était c'était pas encore une académie, c'était plus 7, c'était notre coach à Bruxelles qui nous reprenait et qui nous faisait travailler nos gammes, ou qui pendant les vacances nous prenait, et on travaillait énormément pendant les vacances pour avoir toujours le niveau à la reprise.
Et voilà, moi, avec Seth, j'ai toujours eu des bonnes relations jusqu'à aujourd'hui. On a toujours des bonnes relations. Et chez Seth, ce que j'ai appris, c'était vraiment de souffrir. De souffrir malgré le temps, les circonstances, de venir prendre le bus et tout ça pendant les vacances. Or que c'était nos vacances, quoi. Mais on venait, on travaillait, on s'entraînait dur à Berchem. Et c'est comme ça que voilà, qu'on a, avec Michi, Andrea, Julien Vercotteren, et tout ça, on a vraiment persévéré et voilà. Non, chapeau. Comme je disais dans l'intro, en 2013, bon, tu fais 4 ans au Standard chez les jeunes et puis tu signes à la surprise générale au FC Porto. Comment tu arrives à signer au FC Porto en venant de chez les jeunes du Standard? Comment ça se fait? Ouais. Si je peux me permettre, qu'est-ce qui t'est présenté comme projet? Surtout qu'en plus, il me semble, ta concurrence à ce poste, à cette époque-là, c'est des Alexandro, ce genre de personnes. Même. Mais en fait, ça se passe un peu bizarrement parce que j'étais blessé, donc j'avais eu mon premier croisé. Et quand je reviens, j'étais trop déterminé. Je me souviens, je courais ici dans Bruxelles et tout comme un fou. Parce que j'étais un des seuls qui n'avait pas encore eu de contrat. Okay. Donc, je suis en train Donc, au Standard, tu n'avais pas encore de contrat? Non, je n'avais pas de contrat. Donc, je suis en train de travailler pendant les vacances et tout ça. Et même avec Seth, d'ailleurs, on travaille et tout. Et au moment où je reviens, et déjà Seth, ce n'est pas qu'un coach, c'est aussi un mentor. Un mentor, quelqu'un mentalement qui va vraiment te pousser pour aller chercher, parce qu'il me disait, tu vas y arriver, il faut continuer à travailler et tout ça. Et on parlait beaucoup, on restait des heures au téléphone et on restait longtemps, on parlait et tout. Et quand je reviens, je me souviens, je reviens et je joue en 8, donc dans le milieu de terrain. Et je reviens petit à petit parce que sur les flancs, c'était assez bouché et tout ça. Et j'avais perdu de la vitesse avec ma blessure. Donc je reviens, je suis dans le milieu de terrain et je suis sur le banc, puis je rentre et tout. Et puis je rentre bien, je suis décisif. Ouais. Je commence à marquer et il restait, je crois, 4-5 matchs. Et donc, je fais vraiment très bien les 5 matchs. Et après, en fin de saison, voilà, il y a un agent qui m'appelle, qui me dit oui, Porto sont intéressés par toi et tout. Et je me dis, ah ouais, c'est bizarre. Et à ce moment-là, le Standard Toi-même, tu dis c'est bizarre. Ouais, j'ai fait que 5-6 matchs et Porto sont intéressés et tout. Je trouvais ça vraiment bizarre. Et après, il se passe que on termine la saison. On reprend. Je fais 2 matchs. Très bien. Toujours sans contrat. Okay. Et à ce moment-là, le Standard me demande de signer pro. Et j'avais quel âge, 18-19 ans. Et je me souviens, tout le monde avait déjà des contrats et tout. Et moi, je galérais, tout ça. C'est tard quand même pour un joueur de ne pas avoir de contrat. Vraiment. Et donc après, ce qui se passe, c'est que en même temps, Porto vient. Et voilà, moi, mon cœur, je voulais vraiment aller à Porto. Et puis mes parents ne voulaient pas, ils voulaient que je reste au Standard et tout ça. Et toi, pourquoi est-ce que tu veux directement aller à Porto? C'est plus dans un esprit revanchard ou... Ouais, c'était vraiment dans un esprit revanchard parce que je me disais, j'ai passé des moments au Standard où j'étais sans contrat, où on va dire, les gens, ils se moquaient pas de moi, mais on savait que moi, je n'avais pas de contrat et ils en avaient, tout ça, ils se sentaient mieux, quoi. Donc moi, je voulais vraiment marquer le coup. Et voilà, signer dans un bon club et me challenger aussi là-bas. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est comme ça que je signe à Porto. Ok. Très bien. Et bon, ça, c'est une question un peu... quand on voit Porto, il y a un homme qu'on retrouve après aussi dans ta carrière, Sergio Conceição. Est-ce qu'il y a un lien parce que je sais que bon, finalement, en commun, vous avez le Standard, vous avez Nantes, vous avez Porto. Est-ce qu'il y a un lien avec ta signature ou pas du tout à ce moment-là? Pas du tout. Pas du tout, parce que je pense à ce moment-là, il est ou à Guimarães ou dans une autre équipe. Ouais, il commence toute sa carrière de coach. Voilà. Quand tu signes là-bas, c'est directement prévu que c'est pour l'équipe B? Oui, c'était directement prévu parce que voilà, je venais de la réserve, j'avais même pas encore fait un match en pro au Standard, donc c'était normal et c'était le plan qui était allez, le projet qu'on m'avait dit directement et on m'avait dit voilà, tu vas aller en réserve. C'est en division 2, c'est beaucoup plus haut que Standard réserve et tout ça. Donc moi, ça m'a intéressé et c'est pour ça que je suis parti. Mais en tout cas, ils t'ont présenté un chemin pour accéder à l'équipe A, quoi. Oui, c'est ça. Réserve, aller un an ou deux et après aller en pro.
Et aussi là-bas, il y avait des joueurs qui étaient en réserve, mais qui avaient déjà peut-être 32 ans. Ok. C'était une réserve, mais une réserve Compétitif. compétitive Oui, pour... où tu peux apprendre vraiment à jouer avec des seniors et des adultes. Quoi. Ah, ouais, ok. voilà. Et donc là, c'est que je comprends bien que le Porto B, tu joues en division 2 portugaise. Ouais. Et quel niveau tu le situes où par rapport à ce que tu peux connaître par rapport à la D2 belge? Je sais pas si tu vois un peu, peut-être que tu y as jamais joué, mais tu situes où le niveau? Est-ce que c'est correct? Non, c'était vraiment très bon. Je pense qu'il est... c'était au-dessus de la D1B ici en Belgique, je pense, parce que déjà dans mon équipe, il y avait des très bons joueurs. Il y avait André Silva, Diogo Dalot. Ah oui, quand Ouais, même. ça va. Ouais, il y avait... Iturbé. il y avait non, Iturbé, Iturbé, j'étais pas avec lui. Il y avait un joueur qui s'appelait Tosé, Gonzalo Pacienza, qui joue en Allemagne. Ok. T'as connu du beau monde. Moi, il y avait vraiment des bons joueurs. Et après, aussi, quand tu joues contre Bernardo Silva, il y avait qui encore? Il y avait le métis là qui joue Ivan Cavallero. Oui, ok. Il y avait vraiment un très bon niveau. Il y a plein de joueurs encore que j'oublie, hein, mais c'était vraiment de très bon niveau en Division 2. Et les matchs étaient full et tout ça. C'était vraiment bien. Et vous t'es dans une structure où, en fait, que ce soit l'équipe B ou l'équipe A, c'est vraiment très bien structuré. Vous êtes traités vraiment comme des professionnels à part entière. Enfin, c'est vraiment... ouais, vraiment, c'était... pour moi, c'était vraiment le monde pro, quoi. C'était... voilà, les mises au vert, les déplacements, tout était carré, quoi. C'était vraiment comme en équipe première, sauf que t'es en division 2. En plus, là-bas, t'es pas vraiment seul. Je sais pas s'ils t'ont entouré, mais c'est la période où il y a aussi Defour, Bolat, Mangala. Donc, ça t'a permis un peu de mieux t'acclimater ou Oui. Au début, quand je suis arrivé, directement, il y avait Mangala et Defour. Oui, Bolat, c'est moi dans Bolat, la préparation. J'ai fait une petite erreur, mais il est venu par après. Ouais, c'est ça, ouais. Et alors, voilà, c'était vraiment comme mes grands frères. Et c'était plus facile même d'apprendre la langue et tout. Parce que voilà, c'était des joueurs qui avaient joué en Belgique et qui étaient là, qui parlaient français. Donc, on était très proches. Et puis, il y avait aussi des autres joueurs, des Français comme Nabil Gilas et tout ça, qui étaient là. Avec l'acclimatation, c'était plus facile. Ok. Et ensuite, tu finis aussi sur les 4 ans à Porto. Tu fais aussi 2 prêts successifs à Rio Ave. Bon, excusez-moi pour la prononciation, nos chers amis portugais. Et Arouca, c'est ça? C'est ça. Arouca. Là, c'est en D1, hein, c'est pas en D2. Et donc là, j'imagine que là, pour toi, c'est un peu... entre guillemets, ça commence à être le sommet de ta carrière à ce moment-là parce que tu retrouves une D1 en plus au Portugal, tu retrouves un vrai niveau et en plus t'enchaînes les matchs. Ouais, mais après la première saison à Porto, où ça se passe bien, je monte en équipe première, je fais la préparation avec eux, je fais la tournée avec eux et là, c'est Lopetegui qui me prend et qui me met latéral gauche. Mais moi, je jouais pas latéral gauche. T'étais plus haut. J'étais plus haut. Donc, il me met latéral gauche. Et voilà, il y avait Alexandro, Danilo, Tamendi, Mangala. C'était vraiment des grands joueurs. Ça devait aller vite. Ouais, ça allait même trop vite pour moi. J'étais là en mode, après quel niveau et tout, c'était dur, quoi. Et Jackson Martinez, Quaresma, c'était vraiment fort. Et alors, je fais la préparation avec eux et tout. Et puis, il me met latéral gauche. Il me voit plus latéral gauche qu'ailier. Il y avait beaucoup d'ailiers de haut niveau. Donc, c'était mieux pour moi. Mais alors, je joue là et puis je commence à apprendre. Et j'ai Alexandro qui me conseille. Et je le vois aussi comment il jouait. Et c'était vraiment un exemple parce que pour moi, comme je dis, les gens... voilà, moi j'étais avec Alexandro. Et je sais, pour moi, c'est un des meilleurs latéral gauche... il faisait partie des meilleurs latéral gauche au monde parce que la manière dont il défendait, où il attaquait, tout, pour moi c'était impressionnant. C'était l'époque où il y avait une grosse hype autour de lui. Il était même en équipe nationale du Brésil et tout. Et voilà, donc j'ai appris à côté de ces joueurs-là et après je monte en pro, puis après je me souviens, je monte, puis je fais une erreur en préparation, on joue un match, je sais plus quoi. Je monte à la place d'Alexandro et je fais une erreur, une passe dans l'axe, il marque. Et voilà, c'est dans l'apprentissage, quoi. Mais après, en revenant du stage, je redescends en réserve et puis c'est là où je demande à aller en prêt. Donc c'est ta demande à toi? Ouais, c'est ma demande à moi et au club aussi parce qu'ils voulaient que j'évolue. Donc voilà. Et ces prêts, pour toi, ça reste une très très bonne décision dans ta carrière ou c'est quelque chose,
Tu te dis avec le recul que tu aurais dû faire autrement? Non, non, je pense que c'est une très bonne décision parce que j'apprends après le monde pro. Allez, le monde pro, j'apprends en D1 et tout ça. Et je vois mon niveau. Et là, à Arouca, je me souviens, on jouait beaucoup le maintien. Mhm. Et voilà, je fais quand même une bonne saison. Et au vu de mes performances avec Arouca, j'arrive à Porto, je fais un peu la préparation et boum, je suis prêté directement à Rio Ave qui joue à l'Europa League. Et Ouais, tout ça. vous finissez 6e à la saison. Ouais. Donc voilà, c'était très bien pour moi. Je commençais à apprendre et voilà, c'était bien. Hein. Et un Rio Ave qui joue milieu de tableau, voire même la première partie de tableau en Primera, ça vaut quoi ici en Belgique? Ça joue le top? Non, ça joue aussi le milieu de tableau, je pense, en Belgique. Oui, Ouais. ok. Non, très bien. Et là, parce que tu as dit oui, tu as eu ton premier ligament croisé au Standard chez les jeunes, c'est ça? Ouais. Si je me trompe bien, si je me trompe pas, tu en as eu malheureusement 3 dans ta carrière. Ouais. Le deuxième, il arrive quand? Le deuxième, il arrive quand je quitte, donc je fais Rio Ave et puis je retourne à Porto. Okay. Et à Porto, je m'entraînais en A, mais je jouais avec la B. Et après, je pars. Je demande à partir parce que j'ai pas de temps de jeu. Donc j'arrive à Nantes. Et à Nantes, ce qui se passe, c'est que donc il y a Ranieri et tout, c'est un bon coach. Je suis excité d'être là en Ligue 1 et tout. Ouais. Et je suis très bien en préparation. Et puis 2 semaines après, je me fais les croisés à l'entraînement avec Léo Dubois. De Lyon. Ouais. Donc je me fais les croisés et après voilà, je reviens après 6 mois. Et après 6 mois, je reviens, je suis bien et puis je me refais, on rejoue contre Amiens, Nice. Et après. Là, tu fais 3-4 matchs. Hein, je fais 3-4 matchs très bien. Ouais. Et puis, je me souviens, on doit jouer contre Marseille. Et Ranieri, il vient me voir, il me dit tu rentres très bien, tu joues très bien. Pour moi, tu es très bon. Tu vas être titulaire contre Marseille. Puis je dis ah, ok. Et je me souviens que les docteurs étaient pas trop chauds et tout parce que j'étais revenu un peu trop vite. Donc, il disait que tu sentais, j'imagine aussi, parce que bon, contre-coup, c'est peut-être la première fois. Où t'as l'adrénaline un peu. Moi, j'avais envie de revenir comme tout joueur et je me sentais, vu que je rentrais bien, je me disais que j'étais prêt. Donc, pour moi, il n'y avait pas vraiment de temps d'attente ou quoi, parce que je me sentais vraiment bien. Et donc, après, il me dit que tu vas être titulaire contre Marseille. Je sais que le docteur, il te dit oui, c'est quand même trop tôt, mais bon. Voilà, si le coach a besoin de toi, et ça faisait quand même 6 mois et demi, donc j'étais quand même bien, quoi. Donc, il me met titulaire contre Marseille, et puis, bam, c'est l'autre genou, quoi. Ouais. Donc là, 3 fois. 3 fois, ouais. Et en l'espace de... Ouais. Qu'est-ce qu'on se dit? Tu sens directement que c'est la même chose que ce que tu as eu à l'autre genou? Je me dis que c'est pas possible. Dans ma tête, je me dis non, c'est pas possible. Et je me souviens, c'est 25e minute, et je me dis, j'ai mal, mais je me dis, c'est pas possible. Et j'ai fait les deux genoux, je me suis fait opérer des 2 genoux, je me dis, non, c'est pas possible et tout ça. Et alors, je me souviens, j'essaie de parler, on défendait beaucoup, et je dis à Valentin Rongier, je dis, ouais, parce que lui aussi, il avait eu les croisés, et je lui dis, ouais, je sens mon genou et tout. Après, il me dit, c'est bon, frérot, ça va aller, tout, c'est pas possible, c'est rien. Et alors, j'ai envie de lui poser des questions, mais on est au vélodrome, on n'entend pas et tout. Et je me dis, mais c'est pas possible, mais je boite et tout. Je me dis, mais j'ai mal. T'as pas encore trop mal. J'ai pas mal, mais je sens qu'il y a quelque chose qui est pas bien dans mon genou. Quand je cours, quand je veux tourner et tout. Et je continue jusque là. Je me souviens, on marque. Je cours vers le donc banc. Tu joues avec le croisé déjà, avec le ligament déjà rupture rompu. Ouais. Je cours vers le banc et on me dit ça va et tout. Je dis ouais, ça va, mais j'ai senti quand même bizarre dans mon genou et tout. Puis on me dit tu peux continuer. Je dis oui. Donc je continue jusqu'à la mi-temps. Et mais on voyait que je courais pas bien. Est-ce que tu penses pas que tu l'as plutôt aggravé? Parce que si c'est une rupture, normalement tu peux pas continuer. Là, ça peut être peut-être une déchirure, peut-être quelque chose de moins grave, et peut-être le fait d'avoir continué. Bon, on le saura jamais, hein, mais... Non, mais comme j'étais chaud et tout, ah oui, peut-être aussi, ouais. Et dans ma tête, j'étais tellement motivé à jouer ce match que je me disais, c'est pas possible, j'ai rien, je dois continuer. Ouais, okay. Et à la mi-temps, alors on me demande, Joris, ça va? Je regarde le coach et j'ai envie de dire non, mais oui. Et puis il me dit, Joris, ça va, 2e fois. Et puis
je regarde les kinés, les docteurs et tout, et puis je dis non, ça va pas. Et c'est là, on me change, et après, je rentre, et puis on me dit que je l'ai croisé. Ah ouais, ouais. Co- Eh ben, Comment on sent, parce que donc c'est ta deuxième fois à Nantes Ouais, que tu l'as. ouais. Est-ce qu'on sent une sorte de, allez, pas de pression, enfin si de pression de la part de la direction et du staff, dans la mesure où voilà, on se dit, bon, il me semble que le transfert était pas très élevé, c'était 1 million le coût du transfert, mais est-ce qu'on sent quand même, ils ont sûrement des attentes autour de toi, donc est-ce que tu sens ce genre de pression autour de toi? Je sens... Non, mais je sens beaucoup de tristesse, surtout Ok. des joueurs. Ouais. Surtout des joueurs, je sens de la tristesse chez les joueurs. Et je dis, c'est pas possible et tout, 3 fois et tout ça, c'est un truc de fou, il vient de Ouais. revenir et tout. Mais, et voilà, mais après, au niveau des dirigeants, non, pas trop. Je sens que ils sont derrière moi, mais pas trop non plus, parce que voilà, Nantes, c'est un club il se passe beaucoup de choses, où tu peux jouer le maintien, et on change de coach souvent et tout ça. Avec Donc, le fameux président Président, de ouais, Marquita. ouais, donc voilà, je ressens surtout de la tristesse au niveau de ma famille, de ma femme et tout ça. C'est beaucoup de tristesse, et même pour moi, c'était des moments vraiment, vraiment difficiles, et quand tu y penses, ouais, ça fait mal, parce que tu te demandes ce qui se passe et pourquoi toi, tu fais tout bien, tu essaies d'être bien. En question beaucoup de choses. Ouais, Ouais, et tu te dis, c'est pas possible, quoi. Mais je pense que ton frère, il a dû vivre ouais, la c'est même ça. chose. Et Et je pense quand même que c'est plus parce que tu parles de lui, je pense que nous-mêmes, on est ici, je pense que c'est parfois même un peu plus dur à vivre pour la famille que pour le joueur même, parce que le joueur, il ressent pas cette pression, parce que la famille n'est pas la pression, mais cette tristesse de l'entourage. ouais, Et donc, il se dit, et donc, il se culpabilise un peu de faire souffrir son entourage. Et je pense que c'est aussi ce que tu as ressenti, de voir tous les gens autour de toi qui sont plus tristes que toi-même. ouais, Que toi, tu dis, moi, je suis fort, ça va aller. ouais, c'est Mais ça. le problème, c'est que eux, ils sont encore plus tristes. Et donc, ouais, c'est un C'est ça, sentiment de. et aussi, bah, moi, je me souviens, mon père, il m'avait appelé au moins 20, 30 fois, mais je voulais pas lui répondre, je voulais pas lui répondre, mes sœurs, parce que je sais comment il souffrait avec cette situation. Donc, eux-mêmes directement, ils avaient su, ils ont deviné en voyant le match, ils ou s'en c'est par doutaient, après parce tu leur as dit? ils se disaient, c'est pas possible encore et tout, encore il doit se faire quand tu opérer l'as et eu tout. une, deux fois, Ouais, en fait, le moindre choc, tu réimagines que c'est la même chose oui, directement. voilà. Donc, Donc, je me souviens, ici à Bruxelles, ma famille, ils étaient tellement tristes. Et en fait, c'est ça le plus dur, comme tu dis, c'est de voir le regard des autres. Parce que le regard des autres de tristesse, quoi. Parce que tu vois tes sœurs en train de pleurer, tes parents, ils sont mal, ma maman et tout, et ma femme, et ils veulent pas me le transmettre, mais ils me transmettent quand même et tout. Donc, c'est vraiment un moment vraiment délicat et difficile pour tout le monde, je pense. Ok. Et aussi, à Nantes, si je me trompe pas, tu retrouves aussi des vieilles connaissances de la Pro League. Tu as Gilet El Ganassi à ce moment-là, non? Dans le groupe. Ouais. Et est-ce que aussi ils ont été d'un apport? Tu as été très proche d'eux, j'imagine, parce que tu as parlé de Rongier, tu as parlé de Dubois, mais t'as pas encore parlé d'eux. Est-ce qu'ils étaient plus en retrait, ou ou vous avez été comme une famille aussi là-bas, et tu as pu compter sur leur soutien? Mais pas trop, parce que je me souviens, Guillaume, quand je suis venu, il voulait partir, lui, il voulait pas rester. Ah ouais. Donc il est parti direct, je crois, deux Parce qu'il part à semaines, Lens, 3 semaines. Il part à Olympiakos. Ah, Olympiakos. Ah Ouais. oui, parce qu'il est en fin de compte, il était un capitaine en ce moment, et c'est au moment où il enchaîne 2-3 saisons, pas plus ou moins très bonnes, et il voulait reprendre, ouais, c'est vrai. Donc il part à Olympiakos, et donc on a gardé contact, mais Ouais, ça, en plus. il n'y avait pas vraiment le temps d'être proche, quoi. Et après, El Ganassi, il arrive par après, et lui aussi, pour lui, c'était compliqué et tout ça. Il avait quelques histoires. Donc, ça s'est pas très bien passé pour lui. Ouais. Et voilà. Okay. C'est comment... c'est quoi les attentes à Nantes? Parce que c'est quand même un club historique. On entend souvent beaucoup de choses autour du club. Mais les performances ces dernières saisons n'étaient pas exceptionnelles. Donc, quand tu entres dans un tel club, est-ce que tu sens la pression populaire, ou tu sens que c'est un club familial? Qu'est-ce que tu ressens? C'est difficile à dire, parce que Nantes, tu sens que ça a été un grand club, et il y a une pression, mais en fait, c'est difficile de jouer le haut du tableau. Ils sont quand même réalistes, ils sont conscients de la situation
actuelle du club, quoi, c'est ce que tu veux dire. Mais il y a toujours ce côté un peu historique et donc ils savent aussi que ça reste un très très grand club. Ouais, les supporters et tout ça, ils mettent beaucoup de pression et tout. Mais c'est difficile de jouer le haut du tableau parce que voilà, aller avec l'effectif, avec comment ça se passe au club, c'est pas vraiment un club qui peut jouer le haut du tableau actuellement, quoi. Bah, tu viens de dire avec ce qui se passe au club, tu décrirais comment Walda Merquita comme président? T'as quand même eu des présidents assez, parce que on parlait de Porto, mais t'as aussi eu Pinto da Costa, donc t'as quand même des présidents assez emblématiques, si je puis dire. Comment tu décrirais Walda Merquita? Comment le décrire? Bah, c'est quelqu'un de gentil, de gentil et tout ça. Après, c'est plus son fils qui gère le club quotidiennement. Mais voilà, il est gentil, mais il a aussi beaucoup de caractère et des fois il sort des phrases où il dit certaines choses, mais il était assez correct, quoi. J'ai pas eu trop de contact avec. De contact. Okay. Il venait au club, mais pas souvent non plus. Mais on le voyait au match, mais c'était c'était quelqu'un de correct, quoi, sans plus. Ok. Et au niveau de la Beaujoire et tout, parce que tu parlais de Vélodrome, c'est l'ambiance qu'on décrit réellement, c'est quelque chose ou c'est un vrai stade de passionnés? Ouais, vraiment, c'est une très très belle ambiance, la Beaujoire. Après, j'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de matchs là-bas, vu mes blessures et tout. Mais c'était vraiment une très belle ambiance et les gens sont vraiment derrière leur club. Okay. Mais donc ça que tu viens de dire, t'as pas eu beaucoup de chance de jouer énormément de matchs à Nantes. Comment se déroule ton transfert à Charleroi? À partir de quel moment tu décides il faut rentrer? Juste si tu permets, Nathan, je voudrais juste faire un retour en arrière parce que tu parlais des personnages emblématiques. Moi, il y a une personne qui me fascine et je m'étais dit, et surtout là, je fais un clin d'œil à Christian parce que c'est lui qui est très intéressé par ça. Christian qui est ici dans nous, Ndolimana, qui m'a demandé de te poser des questions parce que Lucien Donofrio. Tu souris directement. Tu vois, pour nous, c'est un ovni dans le football. Je veux dire, le mec, dans son carnet de contact, il y a Zinedine Zidane, il est respecté partout. À la Juventus, dans tous les grands clubs, tu parles de lui, il est respecté partout. Je sais pas si on peut dire que tu as été son poulain, mais je sais qu'il a pu avoir une influence peut-être sur ta carrière. Comment tu l'as décrit? Quelles sont vos relations et surtout, quel homme c'est en fait? Enfin, comment tu le représentes, toi? Moi, je l'ai côtoyé pendant 4 ans et pour moi, c'est un grand monsieur, hein, c'est un grand monsieur. Voilà, avec tous ceux qui l'entourent, mais c'est un grand monsieur avec un carnet d'adresses rempli. C'est un personnage aussi parce qu'il a aussi son comportement, il a aussi son caractère, mais c'est un grand monsieur qui connaît très très bien le football. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il y en a très peu qui connaissaient le foot comme lui et qui étaient vraiment qui est vraiment un passionné du foot et qui connaît, qui sait comment faire un transfert, qui sait si c'est un bon joueur ou pas et voilà, je pense que aujourd'hui il est toujours comme ça transparent. On sait pas s'il est là, s'il est pas là, on n'arrive pas trop à savoir, mais il est toujours là en coulisses et je pense qu'il fait encore du bon boulot et voilà, aujourd'hui si Conceição il est à Porto, c'est lui qui l'a amené jusque là. Witsel, ils sont là. Donc, il a encore des joueurs et je pense que c'est un monsieur très, très, très respectable dans le foot et surtout au niveau belge. Ok. Mais donc voilà, pour y revenir, comment ça se passe en janvier, ton retour à Charleroi? Est-ce que dans ta tête, tu penses un peu au fait que tu as joué au Standard ou ça n'influence pas du tout, tu t'en fous? Comment se déroule le tout? À ce moment-là, j'y pense pas du tout parce que tout ce que je voulais, c'était jouer. Et je sais que j'avais perdu beaucoup de temps. Et à Nantes, on m'avait clairement dit que j'avais plus ma place là-bas, que j'avais eu trop de blessures et que je devais absolument partir. Donc, juste pour te stopper, ils t'ont laissé un peu de temps pour essayer de remontrer que tu avais le niveau après ta deuxième grosse blessure ou pas du tout? Je suis revenu aux entraînements
Et c'était Vaïd Alilovic, ouais. Donc je suis revenu et puis après directement il m'a fait comprendre que voilà, j'étais blessé, il voulait plus me voir, j'avais eu trop de blessures donc il est vraiment dur comme on le décrit. Ouais. C'est un militaire lui. Ouais, vraiment et il m'a envoyé directement en réserve et après je suis resté en réserve pendant presque 1 an. Hein. Et je crois même, si je ne me trompe pas, tu peux me corriger, mais j'avais même lu dans la presse qu'il avait eu des mots assez durs en disant oui, t'as tout simplement pas le niveau. Enfin, il t'a cassé, quoi. Ouais, je me souviens, je suis parti dans son bureau pour demander pourquoi. Je voulais juste me montrer que je pouvais jouer, que j'ai le niveau, et il m'avait dit non, toi tu n'as pas le niveau, tu peux plus jouer. 3 fois ligament croisé. Impossible pour moi, joueur de foot. Tu dois aller jouer en division 3 ou division 4 et puis on verra et tout. Puis j'avais dit, ok. On en rigole, mais c'est parce que c'est tellement un personnage, donc c'est pas du tout marrant parce que parfois, c'est pas cool à entendre, j'imagine. Non, c'est pas cool. Surtout que le gars, il te connaît pas, quoi. Il sait pas qui t'es. Au lieu de te donner une chance, et surtout les joueurs qui avaient à mon poste, je me disais que voilà, je pouvais montrer quand même que j'ai le niveau et tout, mais il a rien voulu savoir. Hein. Il a rien voulu savoir et il m'a dit tu peux prendre tes affaires et aller en réserve. C'est quand même fou parce qu'en termes de management, je me dis, tu peux ne pas compter sur un joueur, mais ne fût-ce que... Enfin, je sais pas, moi je trouve que là, ça devient même question d'humanité, tu vois. Je veux dire, là, c'est juste... C'est quelqu'un qui est pas aimable, c'est quelqu'un qui... Voilà, et c'est pas la première fois que j'entends ça, donc c'est pour ça que je voulais avoir un peu ton avis là-dessus. C'est dommage, mais bon, après... Après, c'est comme ça, et comme je dis aussi, ça m'a forgé un caractère, ça m'a affermi dans ma foi, et c'est comme ça que j'ai su passer les étapes, quoi, parce que c'était difficile, et peut-être si j'avais pas eu une conversation comme ça avec lui, on sait pas de quoi l'avenir aurait été fait, mais bon, voilà, je me suis forgé, puis j'ai connu des bonnes personnes aussi en réserve. Il y avait Randall Colomwani, il y avait Imran Louza, il y avait plusieurs joueurs qui étaient là, avec qui on passait des bons moments aussi, et j'ai appris de chez eux, et voilà, je prenais mon mal en patience et j'essayais d'avancer. Ouais, très bien. Et donc là, à Charleroi, tu signes en 2020, et là, tu retrouves Karim Bellossine. Je pense que ça, c'est un autre type de management que Vaïd. Et là, lui, pour moi, je dis toujours, c'est le tournant de ta carrière, parce que là, je pense que il te redonne de la confiance, il t'accorde du temps de jeu. Comment ça se passe? Est-ce que directement, il te donne confiance, ou t'as dû quand même un peu travailler? Ouais, non, ça c'est sûr. Oui, d'abord, j'arrive, et je sais que, comme je vous ai dit, à Nantes, c'était difficile. Et parce que je me souviens que le fils du président, il me dit Joris, tu peux partir, je demande même pas 1 euro pour toi, pour moi tu vaux plus rien. Vraiment comme ça, je me souviens. Mais allez, c'est dur quand même comme mot. Est-ce que tu leur as fait quelque chose non, mais personnellement? Je pense que c'est dû à mes blessures. Je pense que c'est dû à mes blessures. Après, chaque personne réagit de différentes manières, mais moi, si j'étais directeur sportif ou président de club, je pense que je m'acharnerais pas sur un joueur comme ça en lui disant plein de choses méchantes. Mais après, le management de chacun est différent. C'était leur façon de faire. C'était leur façon de faire pour me faire partir et me faire comprendre que il voulait plus que je reste. Donc il me dit non, tu peux partir gratuit, j'ai plus besoin et tout. Donc moi je me dis bon, ok, ça fait mal à entendre, mais je suis tellement déterminé, et comme j'ai dit, ouais, je vous ai pas dit ça aussi, mais je prenais un coach privé. Donc je m'entraînais en plus. Je me souviens, je m'entraînais avec la réserve le matin. Puis l'après-midi, j'allais m'entraîner avec un coach sportif à Nantes, tout seul. Je m'entraînais. J'étais tellement déterminé pour montrer que j'ai le niveau, quoi. Et je me souviens, à cette époque-là, j'appelais les clubs, j'appelais des coachs, je faisais tout. Je demandais, donnez-moi juste une chance, et je veux vous montrer que j'ai le niveau, mais les gens disaient non, c'est impossible, avec 3 ligaments croisés, c'est pas possible. Et à cette époque-là, tu fais quel agent? À cette époque-là, j'étais avec Moji Bayat. Et donc, je lui disais aussi, s'il te plaît, il faut que tu me trouves un club, je sais que j'ai le niveau et tout ça. Et donc, c'est comme ça que même des clubs comme Virton, par exemple, m'ont refusé à ce moment-là.
Ouais. Ils m'ont refusé. Des clubs de D2, ils voulaient C'est pas de dingue, moi. quand même, ouais. Et alors après, j'arrive à Charleroi et je me souviens quand on me dit oui, tu peux aller à Charleroi et tout. Je me souviens, je pars en voiture. Mhm. Je charge la voiture. Dès qu'on me dit que c'est OK, je roule. Je crois que c'était l'avant-dernier jour. Nantes-Charleroi. Nantes-Charleroi en voiture. Et, je fais avec un ami et tout, avec toutes mes affaires dans la voiture et tout. Et dans tout le chemin, pendant tout le chemin, je suis là, et je suis en train de prier. Je me dis, Seigneur, il faut que tu m'aides, il faut que tu m'aides. Vraiment, je veux montrer, je veux montrer que j'ai le niveau, parce que je sentais que tout le monde, plus personne croyait en moi. Et donc j'arrive là-bas au bureau, et puis je tombe sur ce monsieur que j'apprécie énormément encore aujourd'hui et qu'on a des très bons contacts, sur Mehdi Bayat. Mhm. Et il me dit voilà, Joris, moi je veux te prendre, mais je sais pas ce que tu vaux, je te connais pas. Je veux te donner une chance parce que voilà, je me dis qu'il faut donner la chance à tout le monde, et en plus si on n'a pas parce que je me souviens, il me dit tu sais quelle place, je dis partout. Ouais. Là, il n'y a pas de quartier. Je dis, Mets-moi là où tu veux. Laisse-moi Ouais. où tu veux, je veux te montrer. Et je me souviens, il me dit voilà, moi je te prends, je te donnais ça comme argent et tout, et je me dis c'est pas grave, c'était vraiment c'était chaud parce que je me disais voilà, j'ai des trucs à payer et tout ça, Ouais, c'est ça. mais je me disais c'est pas grave, je sais que Dieu va faire et va pourvoir, et je veux juste jouer, quoi. Ouais. Et donc je dis ok, je prends, je signe, et je dis quand je vais prouver, ben voilà, peut-être tu me donneras un nouveau contrat ou j'aurai d'autres opportunités. Et après j'arrive là-bas, et voilà, ça se passe très bien. Bah ouais, c'est ça, comme je disais, c'est le tournant de ta carrière, parce qu'au final, tu arrives en plus au moment où Nurio il part à Gand, donc il y a quand même une petite, on se dit bon, il arrive, c'est pour le remplacer. Tu fais 3 saisons quand même les plus complètes, les plus régulières de ta carrière, avec plus ou moins bons résultats, mais au final, t'es régulier, tu enchaînes. Tu réussis même à décrocher 2 caps chez les Diables Rouges. Ouais, c'était vraiment très bien, parce que, et c'est là où je dis, moi je sais que c'est ma foi qui a fait tout ça, et que ces événements arrivent, le fait que j'arrive pour pas, d'abord je joue pas latéral gauche, je joue ailier, et puis après Nurio s'en va, on me met latéral gauche, je commence à jouer, je joue bien, et puis ça s'enchaîne, et puis voilà, il y a l'équipe nationale qui arrive de la Belgique, et voilà, et puis je continue, et ça se passe très bien. Donc comme je vous ai dit, j'avais une foi vraiment forte qui me disait, Joris, aie confiance en moi, aie confiance en Dieu, il va faire, et ne doute pas, quoi. Donc dans mon cœur, j'étais vraiment serein et en paix, parce que je savais tous les moments que j'ai passés de galère, je savais que je pouvais encore réussir. Et même des fois, on reçoit même si on arrive à atteindre un niveau, on reçoit quand même des critiques, dans le sens où ouais, t'es trop âgé maintenant, c'est fini, nanana. Et alors, moi, comme je dis souvent aux jeunes ou aux gens de ma famille, c'est toujours des coups, mais qui te forcent, qui te rendent encore plus fort. Donc on te dit ouais, t'es trop vieux et tout, maintenant c'est fini et tout, tu vas juste jouer un peu à Charleroi, puis tu vas descendre. Mais tout ça me forgeait, en fait, et je me disais non, je vais changer ça. Et même, ça a commencé depuis tout petit, au Standard, pas de contrat et tout. Et tu vois, c'était toujours un raisonnement dans ma tête. Je ramasse des coups, mais c'est pas grave. Je veux montrer encore et encore et encore et encore. Et c'est comme ça qu'à Charleroi, ça s'est passé aussi. On me disait, oui, tu vas rester, tu vas jamais partir de Charleroi, nanana, bam, bam, bam. Donc voilà, c'est une force de caractère. Hein. Ouais. C'est surtout une belle leçon que tu donnes ici, donc franchement, chapeau. Chapeau, même si on n'est pas encore arrivé au bout, moi je suis déjà quand même bien impressionné par ta force de caractère. J'écoute, je suis admiratif de fou. Franchement, parce qu'au-delà de ça, il y a aussi quand même, enfin on en revient toujours, mais ces 3 ligaments, moi je sais toujours pas comment tu as fait pour revenir à chaque fois. Pour te dire, on se faisait la remarque avant que tu arrives, on se disait, normalement, des personnes qui subissent des blessures comme les ligaments croisés, leur carrière, elles sont décroissantes dans la mesure où, au fil du temps, avec l'âge, on voit qu'il y a une baisse de régime. Mais toi, en fait, t'as fait que monter en régime malgré les blessures. T'as fait l'inverse. Donc,
Tout ça, c'est Dieu. Je Ça, te c'est dis, fou. tout ça, c'est Dieu. C'est dingue. C'est vrai. Mais donc, pour parler des performances avec Charleroi, moi, j'avais une question. Vous faites 13e avec Bélocine. Avec Steele, vous finissez 6e. Et puis avec Mazou, vous finissez 9e. Ces derniers temps, on voit beaucoup de supporters de Charleroi qui se plaignent des résultats, du manque d'investissement de la présidence et tout ce qui en suit. Moi, j'aimerais savoir, selon toi, en fait, c'est quoi la place de Charleroi? À partir de quelle... Enfin bon, sans que tu juges l'avis des supporters, au niveau de quel positionnement ils devraient se dire « Ok, c'est une bonne saison ». Toi qui as vécu les différentes situations. Vu que C'est une très bonne question parce que Charleroi, en fait, pour moi, c'est un très bon club. C'est un très bon club, mais c'est difficile aussi pour le président parce que il a toujours eu cette manière de fonctionner. Donc, en prenant des joueurs comme moi, gratuitement, et puis après qui performent, puis qui sont vendus, comme Osimhen. Il y a plusieurs joueurs comme ça qui sont venus et qui ne valaient presque rien et qu'il a su les remettre, qu'il a su les remettre, Benavente, tout ça, et même Maxime Buzy qui est viré du Standard, il arrive à Charleroi, il est revendu 4 millions. Donc, ça a toujours été ce mode de fonctionnement-là. Le matin, c'est vrai. Et voilà, ça a marché parce que c'est des joueurs revanchards qui ont envie de montrer, qui ont une bonne mentalité et tout ça. Mais maintenant, ce qui se passe à Charleroi, c'est que vu les saisons précédentes et les joueurs qui ont pu passer par là et qui ont pu performer pour partir, ben les supporters deviennent exigeants. Et c'est un sentiment normal parce que ils voient que voilà, il y a des joueurs qui sont là, qui performent et on est en haut, on peut presque arriver là, boum, on retombe. Mais déjà, ce que le président a fait, déjà, c'est exceptionnel. Exactement. C'est exceptionnel de faire ce club ce qu'il est aujourd'hui. Ok, cette année, elle a été moins bonne, mais je pense que ça peut arriver de pouvoir se tromper aussi sur peut-être des mercatos ou sur des choix de coach. Mais voilà, je pense que Charleroi, la bonne position, c'est milieu de classement, parce que quand on regarde les budgets des autres équipes, il y a vraiment une grosse différence, quoi. Exactement. Et je pense que le président de Charleroi, il essaie de faire avec ce qu'il a, avec comment il vend les joueurs, il essaie de stabiliser le club comme ça. Et voilà, comme on peut le voir, des joueurs comme Zorgan, je sais pas mais ici, c'est des joueurs qu'on connaissait pas du tout, qui étaient en Algérie, qu'il a pris, qu'il a remis en valeur, Zarouri, et tout ça, il arrive à trouver, mais on peut pas toujours en trouver. C'est difficile aussi de trouver toujours des joueurs comme ça qui sont pas très chers et puis qu'on les remet puis qui performent et tout. C'est pas facile. Et je pense que c'est un management qui l'essaye, mais les supporters aujourd'hui, ils en demandent plus parce que voilà, ils veulent voir leur équipe aussi performer dans le haut du tableau et aller en Europe et tout. Et c'est un sentiment normal, hein. Mais bon, voilà, c'est plein de choses qui rentrent en compte, quoi. Non, c'est très intéressant parce que je pense qu'on avait eu déjà cette discussion, notamment dans notre émission. Et d'ailleurs, nos auditeurs, ils peuvent se reconnaître, ils nous ont tapé sur les doigts parce qu'on avait le même discours en disant que moi, je comprends pas aujourd'hui comment on peut taper sur les doigts d'un président qui, en plus de ça, essaye quand même de faire un nouveau stade. Je veux dire, le Charleroi, des dernières années, je crois que c'est un des clubs les plus sains dans notre Pro League, qui n'est plus endetté depuis longtemps. On peut pas en fait avoir un nouveau stade, ne pas être endetté et en plus jouer les premiers rôles, c'est pas possible, surtout avec le budget qui est celui de Charleroi. Donc on trouve un peu les critiques un peu dures. Donc voilà, je pense que ce qu'on disait, finalement ça fait un peu écho à quelqu'un qui le vit de l'intérieur. Donc voilà, après il est clivant, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ça voilà, on laisse à chacun le soin d'apporter sa critique là-dessus. Mais moi je pense quand même qu'on est très très compliqué et très très dur avec Moji Bayat parce qu'il fait avec des moyens Mehdi Bayat, pardon, Moji c'est autre chose avec Mehdi Bayat parce qu'il fait quand même le maximum. Donc de retour sur le terrain, donc, comme j'ai dit, tu as connu 3 coachs différents. Tu serais donné une qualité de chacun de ces coachs, une qualité différente? Bélocine, Steele et Mazou? Ouais. Bélocine, c'était beaucoup de rage, de caractère et de caractère d'équipe, de fighting spirit, jusqu'à la fin et tout ça. Steele, c'était pour moi un grand tacticien, un très bon tacticien, vraiment sur tous les détails et tout ça, d'analyser l'adversaire, et aussi
dans le fait de travailler vraiment fort à l'entraînement, même physiquement, et vraiment être adroit sur tout. Et je pense que c'est une qualité, mais ça peut être un défaut aussi, parce que voilà, Charleroi, il y a beaucoup, on va dire, il y a plus de liberté, dans le sens où tout n'est pas carré. Et je pense que c'est ça aussi qui rend un peu la folie, que ce soit des supporters ou des joueurs, parce que on reste dans un cadre ouvert, et voilà. Et Steel, c'était vraiment très, très dur, quoi. Et après Mazou, c'était beaucoup cohésion d'équipe, famille, aussi rage, caractère, mais beaucoup la cohésion de l'équipe, quoi. Et il faisait surtout attention à comment chaque joueur pouvait se comporter dans l'équipe. Il voulait pas voir un joueur, par exemple, qui joue moins, qui soit en retrait ou qui soit en dehors de l'équipe. Il essayait que tout le monde reste dans la même dynamique de l'équipe, et tout le monde se tire vers le haut. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait à un moment la force de Charleroi. Puis après, ils ont eu du mal ici cette année, mais bon, voilà, c'est un coach vraiment que j'ai beaucoup apprécié, parce que moi aussi, je marche beaucoup comme ça dans la cohésion d'équipe, avec de pouvoir s'entendre avec tout le monde, et que tout le monde soit dans le même bateau, parce que je pense que dans les moments difficiles, tu as besoin de pouvoir compter sur ton partenaire, et même celui qui joue à ta place ou un autre. Et je pense que Mazou réunissait bien ça. Ok. Ouais, non, mais avant de passer à la page Genk, j'ai vite fait évoquer tes 2 caps chez les Diables Rouges. Rapidement, qu'est-ce que tu en retiens finalement? Parce qu'on sait voilà, qu'aujourd'hui tu es international congolais, c'était 2 caps, 2 matchs amicaux. Qu'est-ce que tu en retiens? Quels sont les joueurs qui t'ont impressionné chez les Diables Rouges? Ou quels étaient tes rapports avec Roberto Martinez? Et même comment ça se déroule en fait. C'est vrai. Quand tu apprends que t'es appelé, etc., enfin, le déroulement, etc. Qui t'appelle? Comment ça se passe? Moi, on m'a pas appelé. C'était... tu vois, on avait eu entraînement, on termine l'entraînement, et puis je vois tout le monde courir dans le vestiaire, et je me dis, ouais, pourquoi il court et tout, et puis on rentre dans le vestiaire, et tout le monde dit, ouais, félicitations et tout. Tu t'y attendais pas? Non, je m'y attendais pas. Et toi, il y avait excuse-moi de t'interrompre, mais il y avait des bruits à l'époque. Je me souviens qu'on parlait d'Orient de Soleil, et toi, entre les deux, pas les deux, parce que tous les deux gauchers, etc. Mais je me souviens que cette jointe. Donc, pour toi, c'était. Tu disais, bon, voilà quoi. Je me disais, oui, c'est possible, mais quand tu joues à Charleroi, tu te dis, ça peut être possible, mais bon. Ouais. Tu te mets. Faut pas y accorder trop d'importance. Ouais, voilà. Surtout que, je sais pas si tu sais, tu sais qui étaient les derniers Carolo à avoir été en équipe nationale belge avant toi, tu sais? Dante Vanzer. Dante Brogno. Les 2 frères, Dante Brogno. Voilà. Et ouais, je rentre dans le vestiaire, et puis on me dit félicitations, t'es repris et tout. Et je me souviens, on avait pris mon téléphone aussi pour pas que je voie les messages et tout. Donc ouais, c'est comme ça que je l'ai appris. Et après, très content. Voilà, je me prépare pour y aller. Et puis, je connaissais déjà plusieurs joueurs aussi là-bas. Donc, c'était plus facile. Mais ouais, non, c'était vraiment un très bel accueil, et des très beaux moments. Ok, très bien. On va vers Genk. Genk, hein. Ouais. L'année passée, donc tu signes à Genk, 3 ans plus une année en option. Tout d'abord, Genk, c'est un club, c'est une usine à talent. Enfin, c'est comme un club réputé pour sortir beaucoup de talents. On a vu Courtois, De Bruyne, Castagne, Carrasco, Pratt, on va pas tous citer Origi. Aujourd'hui, tu joues avec El Ranous. Donc voilà, on sait ce que ça vaut, en tout cas, le centre de formation de Genk. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu le vis au jour le jour? Enfin, quand tu vois les entraînements, est-ce qu'il y a une raison particulière à ça? Est-ce que tu vois un modèle qui justifie en fait que ce club soit si fort à sortir des talents? Oui, parce que il base beaucoup sur la jeunesse, et il mise beaucoup sur la jeunesse, sur la technique, et quand tu vois par exemple les jeunes monter avec les pros, tu vois il y en a directement qui ont le niveau, qui sont vraiment très 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 bons, et tu te dis ah ouais, il y a quand même de la justesse dans les choix du club, parce que ils ne font pas monter tout et n'importe quoi. Ils visent vraiment des
des jeunes et quand ils arrivent en pro, ben tu te dis ah oui, ils ont le niveau quoi. Et je pense que c'est leur philosophie. Même les gardiens, il y a encore un gardien qui va arriver là. Très fort. Je me souviens, dernièrement, il n'y avait pas eu équipe nationale, il n'y avait pas eu de trêve. Et alors, j'étais resté et il y a un jeune de 15 ans qui monte. Je vois un métis très grand. Il monte et il arrive et bam, 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 au goaler, c'est un gardien. Il arrête tout et tout. Il choque tout le monde. Je dis, mais waouh! Et je dis, mais t'as quel âge? Il me dit 15 ans. J'ai dit, non, 15 ans, mais c'est un monstre. Ah ouais, vraiment? 15 ans. J'étais choqué, c'est pas possible. Okay. Et c'est là où tu vois que Genk, en fait, ça n'arrête pas. Ils sont très forts avec les gardiens. Ils forment les gardiens, ils forment les joueurs. Et franchement, tout est, même quand tu vas au centre d'entraînement, tu vois que tout est carré, tout est fait pour qu'ils deviennent pros. Et c'est plusieurs coachs qui sont là et des coachs qui étaient en jeunes, qui sont avec nous maintenant en pro. C'est lui qui fait la transition, tu te dis, eux, en tout cas, c'est une machine à faire sortir les jeunes, quoi. Ok. Yeah. Et juste parce que j'ai sauté une étape, en fait, ton passage à Charleroi vers Genk, comment ça se passe? Est-ce que tu avais d'autres propositions sur la table ou... Non, j'avais de l'intérêt, mais j'avais pas de propositions concrètes, non. Ouais, donc c'était un choix plus ou moins facile. Après, bon, quand Genk t'appelle et que t'es à Charleroi, et que tout le respect que j'ai pour Charleroi, tu te dis c'est un step en avant. Ouais, c'est sportivement, ça. Donc ça vaut la peine. Ouais. Okay. Tu ferais quel bilan de cette première saison d'un point de vue d'abord individuel et puis collectif? Individuel, quand même content parce que j'arrive dans une équipe qui jouait le titre l'année passée. L'équipe n'a pas trop changé. Surtout au début du championnat. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à gagner ma place. Donc, c'était quand même positif parce qu'arriver dans une équipe comme ça, c'est pas facile. Et après, voilà, les résultats, malheureusement, ils n'ont pas été toujours bons. Qu'est-ce qui explique cela? Moi, j'ai une théorie, j'ai l'impression, une année sur deux, Genk, soit ça va jouer le top, soit ça va se battre pour les playoffs 1 limite. Ouais. Qu'est-ce qui explique cela? Moi, je sais pas, parce que tu viens d'arriver, ouais, bien sûr. Mais je sais pas trop, parce que il y en a qui disaient que psychologiquement aussi c'était difficile avec la perte du titre à la dernière seconde et tout ça. Mais je pense que l'équipe elle avait pas trop changé. Et après voilà, quand on arrive à un moment comme ça, je pense aussi mentalement, il y a des joueurs, ils voulaient peut-être partir, ils voulaient pas rester, donc ils jouaient, mais ils ont la tête ailleurs et tout. Et je pense que dans une équipe, quand tu as des joueurs qui sont pas tous concernés ou quoi, c'est difficile aussi de pouvoir vouloir de pouvoir gagner quelque chose ou de jouer plus haut parce que tu sens que la tête de tout le monde n'est pas là, quoi. Là, ok. Et dans cette équipe-là, aujourd'hui, si toi tu devais donner peut-être bon, voilà, on va pas te mettre en difficulté, mais est-ce qu'il y a des joueurs qui sont réellement impressionnants, que tu vois vraiment faire une très grosse carrière parmi les jeunes que tu côtoies à l'entraînement? Oui, j'en vois. Mais après, moi, il y a un joueur aussi que j'aimerais mentionner, c'est Daniel Munoz, qui est avec Crystal Palace maintenant. Moi, j'avais toujours dit, même quand on jouait contre eux, que pour moi, c'était un des meilleurs latérales droits de Belgique. Et pour moi, c'est une bombe, ce mec. Il est vraiment trop fort. Quand je jouais contre lui, et quand je suis parti quand je suis arrivé à Genk, et ça, c'est un conseil vraiment pour tout le monde. Le gars, c'est une machine, quoi. Le gars, il est déterminé, il travaille comme un fou. À l'entraînement, tout le temps à 100%, concentré. Il lâche rien, il est professionnel, il mange bien, il carré, quoi, le mec. Et je me souviens, j'étais à la CAN avec Yohan Wissa, on parlait et je lui disais, tu vas voir, il y en a un, il va arriver là en première ligue, il est trop fort. Et je lui avais dit, tu vas voir, si tu joues contre lui, tu vas m'envoyer un message parce que tu vas me dire, ouais, t'avais raison. Et je lui ai dit, il est archi fort. Et il m'a dit, ouais, mais frérot, la première ligue et le championnat belge, il y a une grosse différence et tout. Je dis, ouais. Et ouais, je vais bien et tout. Mais lui, c'est trop fort, quoi. Okay. Et là, maintenant, on voit Crystal Palace. Ouais, il commence à s'imposer. Enfin, il commence à avoir de plus en plus de temps de jeu. Ouais, mais il a du temps de jeu. Depuis qu'il est arrivé, il est toujours titulaire, il est décisif et tout.
Donc voilà, je sais que c'était pas ça la question, mais je voulais mentionner parce que des joueurs Non, comme mais, ça, mais ça mérite d'être t'as répondu mentionné. à la question, ouais, parce qu'en soi, ça pouvait être maintenant ou même avant, mais ouais, non, franchement. Et donc, les joueurs que tu m'as demandé, Oui, c'était... dans le noyau actuel, après, si on n'a pas, on n'a pas, mais est-ce que toi, tu vois, parce qu'il y a quand même certains talents, est-ce que toi, tu vois des joueurs, franchement, comme à la Munoz, tu te dis D'ailleurs, directement. on parlait wow. du centre de formation, Caretsas. Ouais, C'est si fort que ça? C'est vraiment très, très fort. Ouais. Très, 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 très fort. S'il a la tête sur les épaules, il restera pas en Belgique longtemps. Non. S'il a la tête sur les épaules, il a un pied gauche, il a un dribble, il a le sens du jeu, même encore l'entrée qu'il fait hier contre l'Union, très, 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 très bonne. Parce que moi, quand on entend parler, on dit souvent que depuis Moussonda, on n'a plus vu ça en Belgique. Parmi les jeunes talents, c'est-à-dire un talent vraiment intrinsèque comme lui. Donc, tu confirmes, c'est vraiment, vraiment au-dessus du lot, quoi. Ouais. Déjà, l'entraînement, c'était déjà très fort. Et maintenant, il arrive quand même à le faire en match à 16 ans. Ouais. Et moi, j'ai vu peu de joueurs à 16 ans jouer comme il joue, quoi. Parce que même quand on parlait de Bilal, Bilal, il n'était pas là à 16 ans. Et Bilal, il arrive à 18 ans, je pense. Et voilà, il performe maintenant. Mais à 16 ans, ce qu'il fait, c'est quand même très fort. Ouais. Donc, je pense que le petit, il a vraiment, vraiment un très bel avenir devant lui. Bah, très bien, très bien. Donc ça, c'était ton bilan à toi, plus ou moins, oui, collectif, etc. Mais maintenant, les playoffs, j'ai vu hier, vous avez malheureusement perdu le match qui retarde un peu vos vacances à tous. Courage, les gars. Mais donc, il reste un dernier match contre Gand, je pense. C'est une espèce de finale pour savoir qui va aller en Europa League, c'est ça ? En Conference League, excuse-moi. Comment tu le sens ? Ben, je le sens positif. Moi, je suis toujours quelqu'un qui est positif, même dans les moments un peu plus difficiles. Et voilà, je pense que, comme je dis, notre saison, elle est vraiment de haut et de bas. Et puis, on a une belle équipe, hein, même s'il y a beaucoup de joueurs qui ont été vendus. Parce que ça aussi, on oublie de le dire, mais en janvier, on a perdu beaucoup de joueurs. C'est vrai. Et on reste quand même bien. Et même quand on a commencé les playoffs, on était très bien. Ouais. Donc, je pense qu'on peut le faire et on doit le faire surtout parce qu'on veut jouer l'Europe aussi l'année prochaine. Bah, très bien, très bien. Avant de conclure et de passer sur donc oui, la partie un peu plus fun, comme on dit, de notre entretien, on a beaucoup parlé de ta carrière en club. On ne pouvait pas terminer l'entretien, évidemment, sans évoquer les Léopards et la fameuse CAN de l'année passée, enfin CAN 2023. Explique-nous un peu comment ça se passe, ta première convocation. Tu nous as dit chez Diable Rouge qu'en soi, tu l'as appris via les gens qui couraient au vestiaire, donc tu es surpris. Ici, est-ce que pour les Léopards, tu t'attendais ? Est-ce qu'on t'a contacté avant ? Explique-nous. Est-ce que tu en discutais même avec des joueurs belgicains ? Parce qu'on a souvent cette discussion sur les binationaux. Est-ce que tu as dû être convaincu par certaines personnes ? C'est une question intéressante, ouais. Non, après, j'ai parlé avec des joueurs comme Polo, Mpoku. Souvent Polo et Bakambu qui font le travail. On est très proches. Bakambu m'avait appelé aussi. Et voilà. Mais moi, comme je l'ai dit même auparavant, le Congo m'avait jamais approché même auparavant. Donc la Belgique est venue, voilà, j'ai été. Et le Congo m'avait jamais approché. Donc c'est même pas comme si tu avais dû faire un choix, quoi. Non. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs belges, belges-congolais, qui n'ont pas été appelés ou des fois on dit oui, voilà, il a choisi la Belgique ou il a choisi la France et tout, mais il n'y a pas eu d'appel, il y a rien eu, quoi. Donc c'est un choix naturel, ok, on nous appelle, on y va. Mais je pense que aujourd'hui avec le coach Sébastien Desabre, voilà, moi il m'a appelé, il est venu me voir, il m'a appelé, puis on a eu un échange et il m'a demandé si je voulais venir et j'ai dit oui, quoi. Donc j'ai dû faire les papiers et tout ça, et puis je suis parti naturellement. Mais quand je suis parti là-bas, j'étais blessé, donc je suis parti et il voulait absolument que je vienne. C'était à Lubumbashi. Il voulait absolument que je vienne pour voir comment ça se passe et tout. Et je me souviens, il y avait beaucoup de nouveaux à cette période-là. Donc j'arrive et je m'entraîne pas avec les autres, je cours au bord du terrain. Je peux pas m'entraîner, donc je peux pas montrer ce que je veux vraiment. Et aussi, on me connaissait pas trop, on savait pas comment je jouais et tout. Donc pour moi, c'était un peu bizarre, mais c'était une bonne expérience au début. Et après, au fur et à mesure du temps,
Je suis revenu, j'ai pu jouer, j'ai pu me montrer, et puis voilà. Même au niveau de certains détails, comme par exemple, bêtement, la chaleur, ça doit être quelque chose de spécial, non, pour s'acclimater. Ouais, la chaleur, l'ambiance. Et moi, je me souviens, le premier match où j'étais présent, c'était à Lubumbashi. Et je me souviens l'ambiance qu'il y avait. J'avais jamais vu ça. Jamais vu ça. C'était fou, quoi. Le stade, comment les gens criaient, les chants et tout. Et tu sais, même quand tu pars au match où tu vois tous les supporters courir autour du car et tout, tu te dis, waouh, et mes parents, ils étaient là aussi. Tu penses à plein de choses et tu te dis, mais quelle fierté de jouer pour son pays et rendre fier ses parents, rendre fier aussi sa famille. Et comme je dis, ma trajectoire, elle est différente. Je suis passé par la Belgique, les blessures, tout ça. Et donc, je suis content et je rends vraiment grâce à Dieu parce que j'ai connu plein de choses, en fait. J'ai connu plein de choses et comme je dis, bien sûr, il y en a, ils sont au Barça ou à Chelsea ou au Real. Mais moi, dans ma carrière, j'ai vécu des moments un peu de tout, quoi. Et je suis tellement fier de ça. Et aujourd'hui, d'être là où je suis, ça me rend tellement fier et heureux de pouvoir connaître plusieurs choses comme ça. Bah oui, mais tu peux, parce que tu dis, il y en a qui sont au Barcelone. Moi, pour moi, ce que tu as connu, il n'y a rien de mieux, il n'y a pas plus que représenter son pays, tu vois. La sélection, et puis on va revenir là-dessus, mais être 4e à la CAN contre toute attente, avec, on sait ce qui se passe à l'est du Congo, avec toutes les circonstances. Franchement, pour moi, c'est ça ton Barça ou ton Real à toi, parce que quand on voit le début de ta carrière, on sait que tu as, entre guillemets, réussi à remonter la pente assez tardivement, et avec tout ce que tu as connu, en fait, pour moi, ton Barça et ton Real, c'est ce que tu connais aujourd'hui. Tu vois, c'était 3 saisons à Charleroi, c'est ton transfert à Genk, c'est la sélection. Donc pour ça, bravo. Pour moi, il n'y a vraiment aucun regret à avoir. Et que du contraire, comme tu dis, tu peux être très très fier parce que franchement, chapeau. Et puis bon, la carrière est encore longue. Hein. C'est ça. On va continuer encore. C'est bien. Et explique-nous un peu, vu justement, on parlait de la CAN 2023. Ta concurrence avec Masuaku, comment ça se passe? Parce que je sais que ça ne doit pas toujours être évident, parce que bon, lui, c'est un joueur de première ligue. Comment toi, j'imagine, toi, tu arrives dans le groupe et que voilà, t'es déjà très content d'être dans le groupe, mais est-ce que c'est pas un peu... Vu que tu découvres un peu, est-ce que t'es frustré de ne pas jouer ou... Non, pas du tout. Moi, je suis pas du tout le gars qui va arriver, qui va jalouser l'autre ou être frustré et montrer que je suis frustré. Moi, avec Masuaku Arthur, on s'entend très bien et voilà, il joue, il mérite de jouer, il est en première ligue, il était en première ligue et maintenant il est à Beşiktaş et il est installé en équipe nationale du Congo. Donc moi je viens, comme je dis, je viens et j'essaie de me montrer et quand on fait appel à moi, j'essaie d'être présent, mais je viens pas du tout avec un esprit de frustré parce que je trouve que dans le foot aussi, après dans le milieu du sport en général, il y a trop d'états d'âme et il y a trop de personnes qui veulent venir et commencer à installer quelque chose de mauvais. Et je pense que ça aide pas l'équipe non plus, ce genre de comportement. Et même que je sois à Genk, quand on m'a pris pour venir à Genk, c'est aussi parce qu'on sait que j'ai un bon état d'esprit et que je suis quelqu'un qui va travailler pour avoir ma place ou me montrer, mais ça sera pas en critiquant l'autre, en étant là, en râlant parce que je joue pas et tout. Je suis pas quelqu'un de comme ça, donc je respecte Arthur et voilà, je suis à ma place et quand on fait appel à moi, j'essaie d'être performant et puis voilà, mais j'ai aucune frustration ou j'ai eu aucune frustration durant la CAN et voilà. Et c'est quoi ton plus beau souvenir justement de ce tournoi? Au-delà de la 4e place, est-ce qu'il y a un match ou un moment particulier qui te... Le moment particulier, c'est contre l'Égypte. Les pénaltys et tout ça, c'était vraiment exceptionnel parce que voilà, après ça, on partait à Abidjan et on était à San Pedro, ça faisait longtemps, on était là et on voulait passer. Et ouais, dans ce moment-là, il était magnifique. Même les supporters, quand on voyait dans les rues de Bruxelles et tout. Vous nous avez fait rêver. Franchement, c'était incroyable. Ouais, non, on recevait des vidéos de fous et tout. On était trop contents.
Et aussi, après, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a pu ramener sa famille à Abidjan. Donc, moi, toute ma famille est venue. Ouais, j'ai vu. Et on a passé des bons moments. Et je pense que même quand tous nos parents se sont retrouvés, là, il y avait un car à disposition pour les parents, les familles et tout. Et on voyait les vidéos de nos familles dans les cars en train de danser pour venir au match et tout. Tu te dis, il n'y a pas plus beau, quoi. Ouais, franchement, pour moi, c'était ça mes plus beaux souvenirs et ce qu'on a passé avec tous les joueurs, quoi. C'était magnifique. Ok. On a déjà parlé de ça, donc on va pas nécessairement revenir là-dessus, mais maintenant, l'échéance la plus importante, c'est passer un petit cap, parce que la CAN, vous avez été 4e, mais il serait temps peut-être de voir le RDC en Coupe du Monde, sans vouloir te mettre la pression. Mais qu'est-ce que tu attends personnellement des qualifs? Évidemment, tu vas me dire les 6/6 contre Sénégal et Togo, mais aujourd'hui, est-ce que tu sens vraiment un enthousiasme et une réelle volonté d'enfin accrocher cette qualif pour la Coupe du Monde 2026? Oui, je sens que l'équipe veut, le coach, les supporters bien sûr. Ouais. Et voilà, on sait qu'on a les qualités, on a envie, aujourd'hui on a vraiment tout pour être qualifié. Je pense que les infrastructures, les hôtels là où on dort, les avions, tout est bien et ils mettent vraiment tout en œuvre pour que on soit bien et qu'on arrive aussi à faire des belles choses. Et je pense que aussi le travail qu'on a vu de la CAN aujourd'hui, c'est le fruit de tout ça. Exactement. Aujourd'hui, les joueurs qui viennent, ils sont contents parce que on est dans des bonnes conditions, on est bien, on a notre chef, on est vraiment bien. Et je pense que toutes ces choses-là, des fois qu'on réalise pas l'importance, c'est vraiment important pour un joueur de foot qui se sente vraiment bien, qui se sent prêt pour aller jouer un match et qui s'est bien reposé, qui a bien mangé. Et voilà, je pense que aujourd'hui, pour la Coupe du Monde, on est tous déterminés à pouvoir faire des bons résultats pour y aller. Là, on a un stage au Maroc. On va bien se préparer et pour aller jouer contre le Sénégal et pour aller prendre des points là-bas. Et on sait que c'est possible et qu'ils ont aussi une très très belle équipe. Mais on sait que voilà, on a rien à les envier. On va tout faire pour aller là-bas et gagner le match. Moi, j'avais une question, ou plutôt une demande personnelle. Qui va prendre la responsabilité d'aller parler à Wan-Bissaka? Ou même toi, tu connais Daniel Munoz, tu veux pas un peu lui demander de parler un peu à Mateta, ce genre de choses? C'est pas... Franchement, moi, je rentre pas dans ces choses-là parce que je pense que chacun est libre de faire ses choix. Et voilà, celui qui ressent l'amour pour le pays, qui ressent l'envie, il est le bienvenu. Et je pense que le coach aussi serait content. Mais un joueur qui veut pas, qui ne ressent rien pour le maillot, qui vient avec des fiers ou avec des choses qui n'ont pas dont on n'a pas besoin dans ce groupe-là, parce qu'on est vraiment bien. On vient là, on va se revoir, tout le monde est content. On est dans un bon état d'esprit. Je pense que le coach aussi, il change pas trop l'équipe parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc créer une ossature, c'est vrai. Donc dès que tu sens qu'il y a quelqu'un qui se sent au-dessus de l'équipe et tout ça, je pense que c'est mieux de le mettre de côté parce que on n'a pas besoin de ça. Et on a vu, grâce à nos résultats à la CAN, que on n'a pas besoin des joueurs qui se mettent au-dessus de l'équipe. Et d'ailleurs, c'est très bien que tu dis ça parce que je pense aujourd'hui que, en fait, moi je pense qu'il ne faut plus nécessairement convaincre. Et franchement, moi je félicite Paul Mpoku et Bakambu parce qu'on a beaucoup entendu leur nom dans les personnes qui jouent un peu les intermédiaires parce qu'ils sont arrivés dans une période où c'était pas facile, où je pense qu'il n'y avait pas la structure qu'il y a maintenant. Il y avait beaucoup de péripéties par-ci par-là. Mais aujourd'hui, je pense que la meilleure manière de convaincre un joueur, c'est les résultats. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et il y a aussi on le voit, enfin, à un moment donné, on le voit qu'il y a plus de sérieux, que c'est structuré. On voit via les stages, on voit via le sélectionneur qui est prolongé maintenant. Donc, moi, je pense que c'est la meilleure arme, en fait, pour convaincre. Et on l'a vu avec Noah Sadiki maintenant. Parce que ça, on le dit jamais assez. Mais qu'un garçon de 18 ans fasse le choix comme ça, parce que je dis pas qu'il aurait été eu 50, 60 sélections avec les Diables Rouges ou quoi, mais il aurait pu attendre. Et je pense qu'il y a quelques années, ça n'aurait pas été le cas. Donc si aujourd'hui un garçon comme ça fait un choix directement en disant non, je veux
aller et jouer pour les Léopards, c'est que quand même, il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qui est aujourd'hui beaucoup plus attractif aussi pour cette jeune génération-là. Et donc, c'est tant mieux. Et donc, moi, je pense qu'avec le futur, on peut être optimiste. Oui, moi, je pense aussi. Après le match contre Anvers, je parle avec Michel-Ange Balikwisha et il me dit, ouais, Joris, c'est tout le Congo et tout ça. Regarde avec le coach et tout. Et je lui dis, oui, vas-y. Mais il veut venir. Ouais. Mais je dis aussi, il y a des joueurs à ton poste, quoi. C'est ça. Donc il y a une concurrence mais déjà. non, aujourd'hui, c'est pas si facile que ça de venir et juste parce que tu joues là ou quoi, c'est ça, tu vas jouer. On parle d'un gars comme Charles Piquel qui joue à Crémone en Série B, mais qui est très performant en équipe nationale. Donc c'est pas parce que tu joues je sais pas moi en Allemagne ou dans un bon club que tu vas venir et que tu vas enlever les gens comme ça. Donc c'est aussi difficile. Aujourd'hui, il faut pas croire que parce que tu es dans une équipe, dans une belle équipe et que ça tombe bien, que tu vas venir, tu vas jouer. Les places sont chères quoi en équipe nationale maintenant au Congo. Donc moi j'encourage tout le monde à venir et si je peux parler avec un ou quelques joueurs qui veulent venir, mais je sens aussi qu'il y a plus de joueurs qui demandent à venir, qui veulent venir. Et comme je vous ai dit, Michel-Ange, après le match, il m'a dit Joris, c'est le Congo et tout, et j'ai envie de venir et tout ça. Donc voilà, les places seront chères et ils sentent aussi que s'il y a des bons résultats et tout ça, pour la Coupe du Monde, c'est bien. Et comme le coach a dit et comme il fait, si tu n'étais pas là avant, tu ne seras pas là au moment décisif. Donc, vaut mieux venir avant et connaître tout ça. Même aujourd'hui, on voit des Brahim Diaz qui jouent au Real Madrid, qui sont en équipe nationale du Maroc. Ça encourage forcément plusieurs joueurs à venir jouer pour le Maroc, quoi. Donc, je pense que ça est en train de se passer aussi avec le Congo, avec la Côte d'Ivoire, avec le Cameroun, avec des équipes qui montrent et qui performent aussi en Afrique et des joueurs qui performent aussi dans les grands championnats, dans les grands clubs. Et je pense que c'est ça aussi qui va faire évoluer les équipes africaines. Très bien. Franchement, on ne pouvait pas mieux conclure en tout cas cet entretien. Mais avant, il y a quand même encore quelques petites questions où on demande en général de répondre du tac au tac. Ce qui se passe par la tête. Ta plus grande fierté dans ta carrière? Ma plus grande fierté, il y en a tellement, mais franchement, du tac au tac, c'est dur. Hein. C'est pas grave, c'est pas du tac au tac, mais tu peux en dire une, ça peut être ce que tu veux. Ma plus grande fierté, c'est ma persévérance, ma carrière avec ce que j'ai fait, quoi. C'est ça ma plus grande fierté parce que j'ai pas lâché, j'ai pas abandonné et voilà, je suis là où je suis et c'est ça ma plus grande fierté. Le transfert que tu aurais rêvé en étant enfant? En étant enfant, être à Barcelone. Ah, c'est ton club? Ouais. J'allais te demander juste après Real ou Barça, mais du coup j'ai la réponse. Ok. Ton joueur préféré historiquement, si t'as vraiment un joueur pour toi, c'est la référence dans l'histoire. Je suis pas trop dans tout ça. Non, franchement. Pas de joueur. Il y a des joueurs, modèle. Un joueur que j'aimais beaucoup, c'était Ben Arfa. Et tu regardes beaucoup de foot encore à l'heure actuelle? Oui et non. Oui et non. J'essaie de faire. Non, allez, je regarde, on va dire plus des documentaires ou des trucs comme ça. Après les matchs de Ligue des Champions, je les regarde, mais regarder du foot comme ça, le week-end, tous les week-ends et tout, non. T'as vu passer énormément de coachs dans ta carrière. Quel est celui que tu as préféré jusqu'ici? Celui que j'ai préféré, c'était Ranieri. Okay. Même si j'ai pas pu beaucoup jouer avec dû à mes blessures, mais la classe, la personne que c'était. C'est fort quand même. T'as pas beaucoup joué avec lui et c'est ton préféré. Ça en dit beaucoup sur le personnage. Parce que en fait, c'est un des seuls qui me demandait comment j'allais. Ok. Ouais. Donc c'est bête, hein, mais c'est tellement important pour quelqu'un qui est blessé et qui est là, qui a mal. Et tu vois un coach comme ça, comme Ranieri, qui te demande tous les jours comment tu vas, ça va. En plus, c'est un coach qui a déjà été champion en première ligue, ce genre de choses. Et
moi, juste par ces attentions-là, ça me touche. C'est pour ça que j'essaie de faire la même chose aussi avec les joueurs qui sont blessés, d'être là, de les encourager, de parler avec eux, parce que je sais que quand toi, tu es dans cette situation-là et que t'attends pas forcément d'avoir toujours des messages et tout, mais ça te fait du bien de pouvoir que quelqu'un te demande comment tu vas, quoi. Ok. Et du coup, le joueur le plus drôle avec lequel tu as évolué, sélection et club confondus. Le plus drôle. Oh là là. Il y en a des drôles. Hein. Il y en a. Surtout en sélection, En sélection, ça doit être marrant. Ouais. En sélection, on va dire avec la Belgique, je suis très proche de Ludodi, Luke Bakio. Ouais, Il me fait beaucoup rire. Mm-hmm. Au Congo, il y a Rocky Boucheri. Ah, Rocky, que je connais aussi bien. Ouais, il me fait vraiment rire. On recevra normalement bientôt aussi. Ah ouais, il me fait vraiment rire. Et à Genk, à Noir, à Etelage. Ah, ok. Très, très drôle aussi. Ok. Petite dernière question. Le joueur le plus stylé, celui qui accorde le plus d'importance à son apparence physique, ses vêtements. Isaac Benza. Ah ouais, vraiment. Ouais. Et tu valides ou pas? Oui, je valide, Okay. mais il fait très attention à tout ça, à ses vêtements. Et c'est celui que tu vannes le plus sur son style. C'est lui que je vanne le plus sur son style. Ouais. Dans le vestiaire, celui que t'as le plus vu vanner par les coéquipiers. Non, franchement, j'en ai pas. Non. Ok. Dernière, vraiment, c'est vraiment la dernière. Ouais. On demande souvent le 11 des joueurs avec qui tu as joué. En plus, il m'a demandé de le préparer, mais... T'as pas préparé. Ça, c'est aussi un classique. Vous le faites tous. Vous le faites tous, mais bon, rapidement, si tu l'as pas, c'est pas grave, on passe. Mais est-ce que t'as un gardien qui t'a marqué dans ta carrière, que t'as trouvé vraiment très très fort? Ouais, il y a un gardien qui m'a marqué. C'est Cyprien Tataroussa. Tatarusanu, celui qui a évolué à Milan, à Nantes. Ok, pas mal. Ouais, lui, il m'avait impressionné. Latéral droit, j'avais Léo Dubois, que j'avais beaucoup aimé. International français. Ouais. Dans l'axe, Chancel. Ouais, capitaine. Ouais. À gauche, on va dire Mangala. Ah ouais, Eliakim Mangala. Latéral gauche, Alexandro. Ah, je croyais que t'allais te mettre toi. Non. Okay. Latéral gauche, Alexandro. Numéro 6. Numéro 6, Casimiro. Ah, tu l'as connu? Ouais, je l'ai connu à Porto. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et t'as joué avec lui en équipe B ou pas? Parce que lui, il a fait son ascension aussi. Non, il jouait pas en équipe B, mais je me souviens que quand il était là, il jouait pas parce que Ruben Neves était en train de jouer. Oh, ok. Et lui, en fait, c'est qu'il me choquait, c'était son intensité, ses tacles et tout ça. Oui. Ah, il était déjà... C'est un fou, lui. Et je me dis, il joue au Real et tout. Lui, il m'avait vraiment impressionné. Casemiro. Ouais, Casimiro. Après, De Bruyne. Ouais. De Bruyne. En 10, je vais mettre Yuri Tillemans. Ok. À droite, Dodi, Bakio. Romelu en attaque. Romelu et Jackson Martinez, parce que Jackson Martinez aussi, il m'avait vraiment impressionné. C'est un peu dommage qu'il n'ait pas eu une grosse carrière après Porto. Ouais, parce que après, c'est dû aux blessures aussi, lui. Hein, il a eu des grosses blessures, opération sur opération. Ouais. Et je crois qu'on a notre 11, hein, parce que t'as Casemiro, Kevin De Bruyne, Tielemans, ça, 3. Et puis, les 3, Dodi, Romelu, on va dire, et Jackson Martinez. Ouais, c'est une belle équipe. Hein. Ouais. C'est toujours marrant, parce que cet exercice, ça montre à quel point t'as connu quand même des gros joueurs. Hein. Ouais. Bah, écoute, à part te dire, franchement, bravo. Parce que bon, tu n'as jamais que 29 ans, hein, donc on parle comme si tu en avais 37, mais tu n'as jamais que 29 ans, mais franchement, déjà là, pour moi, tout ce que tu as fait, déjà pour moi, c'est une grosse réussite. Et au-delà personnellement, au-delà de ce que tu as fait sur le terrain, moi je trouve que c'est en dehors du terrain. Bon, je te connaissais un peu vraiment de loin, mais ouais, il n'y a rien à dire. En tout cas, je trouve que ce que tu dégages sur le terrain, tu le dégages encore plus en tant que personne, humainement, et je pense que c'est la chose la plus importante. Donc franchement... bravo et surtout merci d'être venu aujourd'hui parce que je sais que tu as fait un long chemin et tu as tenu parole surtout parce que depuis que je t'avais demandé je viendrai et tu es venu. Un gros merci. Je plus sois ce que l'un se dit. Je suis rarement marqué par des paroles de quelqu'un, mais vraiment pour le coup toute ton histoire etc. et la manière dont tu as persévéré, ça m'a
ça m'a vraiment touché. Donc, merci vraiment beaucoup. Non, merci à vous et votre émission, elle est bien. J'avais un peu suivi et tout avec, Ok. avec plusieurs joueurs qui étaient passés et tout. Mhm. Et je me suis dit, si un jour on fait appel à moi, je viendrai. Et en plus de ça, des Bruxellois et tout. avec les Fabiens. Mais franchement, ça fait plaisir en tout cas. Et que ceux qui t'écoutent, que ceux qui nous écoutent en tout cas, suivent son chemin et viennent, hein. On vous attend. Ouais, ça va, Mais ça en va. tout cas, merci encore Joris et bonne continuation, que le dernier match passe bien et surtout Merci. profite pour tes vacances, souffle un peu. Ouais. Et puis on est 6 sur 6, hein. On Face espère, Togo on et Sénégal. Merci en tout cas. Merci. Merci, merci. Nos auditeurs, voilà, ça se termine sur ça que ça se termine et on espère en tout cas que vous apprécierez l'émission. Continuez à nous soutenir en partageant, en likant, en suivant notre compte Instagram et surtout je termine en vous remerciant parce que sans vous, on n'est rien, on le dira jamais assez. Salut, salut.